Bonjour à tous, bienvenue au fort Sénarmont qui porte le nom d'un général d'Empire, le baron Alexandre-Antoine Hureau de Sénarmont, dont le nom est gravé dans la crypte du Panthéon et sur l'Arc de Triomphe à Paris. Pourquoi un tel fort à Besançon? Après la défaite de la guerre 1870-71 et la perte de l'Alsace-Lorraine, la nouvelle frontière de la Belgique à la Franche-Comté est sans aucune protection, alors que l'Allemagne de Bismarck reste menaçante. Il faut donc rapidement reconstituer une barrière solide au plus près possible des nouvelles frontières du pays. Le général Céré de Rivière, du Comité de défense nationale, préconise de s'appuyer sur quelques villes arrières organisées en camps retranchés comme Verdun, Toul, Épinal et Belfort dans notre région, de créer entre elles des rideaux défensifs en s'appuyant sur les obstacles naturels, c'est-à-dire d'installer des forts sur les points hauts, empêchant toute circulation dans un rayon de 8 à 10 km. De laisser, par mesure d'économie surtout, des espaces sans défense, appelés trouées, où l'ennemi pourrait évidemment s'introduire, mais où il serait pris à revers par les troupes des forts avoisinants. La trouée au nord de Verdun et celle au nord d'Épinal resteront libres d'accès. Par contre, la trouée de Belfort sera totalement fermée. En regardant cette carte, on comprend la position stratégique de Besançon, élément essentiel de la défense de Belfort. Quels sont les avantages d'une ville organisée en camps retranchés? C'est d'abord de reculer le front à une vingtaine de kilomètres au-delà de ses limites par la construction en cercle d'ouvrages fortifiés et d'épargner ainsi à la ville les bombardements, l'encerclement rapide et la famine en cas de siège. Ces ouvrages de ceinture devaient être capables de faire face à l'ennemi, bien sûr, mais aussi de se défendre mutuellement. L'autre avantage est de conserver le plus longtemps possible une grande marge de manœuvre dans ce périmètre pour permettre le déplacement des troupes et le ravitaillement en vivres et en munitions au moyen d'un réseau ferré à voie étroite qui utilise des petites locomotives. Un tronçon de cette voie subsiste encore sous la voûte d'entrée du fort. Vous verrez un modèle réduit de ce train à l'entrée du fort. Je vous conseille d'aller le voir en sortant. Au final, 400 ouvrages fortifiés importants seront installés sur les 1000 km de nos frontières et une cinquantaine autour de Belfort. Alors comment est conçu un fort? Il a la forme d'un polygone dont la base est tournée vers la France, où se situe l'entrée appelée gorge. La face opposée est le front de tête tourné vers l'ennemi. Les côtés sont appelés flancs, les angles des saillants. Les terrains alentours, les glacis. À l'intérieur du polygone, on construit la grande caserne et ses dépendances, la caserne de gorge, les locaux aux munitions et à l'arrière, en arc de cercle, des abris maçonnés recouverts de terre pour atténuer les tirs de l'ennemi qui serviront à protéger la troupe, et entre chaque abri, des plateformes pour y installer les pièces d'artillerie. Autour de cet ensemble, on creuse des fossés larges et profonds. La terre extraite va servir à recouvrir les bâtiments de maçonnerie pour les protéger des tirs ennemis. Pour combattre l'assaillant qui aurait réussi à descendre dans les fossés, des casemates lourdement armées sont installées aux angles, soit sur l'escarpe,
Il s'agit alors de caponnières, soit plus tard, dans la Contresca. On les appelle les coffres de Contresca. Les forts sont à peine terminés que les Allemands mettent au point une arme puissante, l'obus torpille, qui perce et détruit les maçonneries. C'est vraiment la panique en France. Impossible de reconstruire de nouveaux forts. On part au plus pressé en recouvrant partiellement certains forts de béton spécial. Dans la région, compte tenu de sa position en première ligne, le fort de Besoncourt sera le premier de la place de Belfort à être modernisé, et il le sera régulièrement au fil des années. Donc, à Besoncourt, on recouvre une partie de la caserne centrale d'une carapace de béton de 2,50 m d'épaisseur, séparée de la maçonnerie d'origine par une couche d'1,50 m de sable. On renforce le mur de la caserne centrale le plus exposé aux tirs de l'ennemi. On perce une deuxième entrée, appelée entrée de guerre, au fond du fossé et dans le prolongement, un tunnel d'accès bétonné qui va donc du fossé jusqu'à l'arrière du fort. On construit des abris de remparts en béton qui remplacent les abris maçonnés qui étaient trop fragiles. On installe des abris à canon bétonnés aussi sur les flancs pour protéger les canons de petit calibre pendant les bombardements possibles. On remplace les caponnières par des coffres de Contresca moins vulnérables. Plus tard, on installe 2 tourelles à éclipse pour canons de 75 et 2 tourelles à éclipse pour mitrailleuses. En 1917, à la fin de la Première Guerre mondiale, on creuse à 15-20 mètres sous terre une caserne de guerre et environ 1500 mètres de galerie, en liaison avec la surface par des escaliers ou des puits. Quelle est l'histoire du fort de Besoncourt? Pendant la Première Guerre mondiale, il va servir d'hôpital arrière. Entre les deux guerres, il est bien sûr occupé par l'armée française. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce sont les Allemands qui l'occupent et ils en feront un dépôt de munitions. Ensuite, l'armée française va l'occuper et en fera un dépôt de munitions à l'intention des troupes d'Indochine et d'Algérie. En 1969, il est racheté par le ministère de l'Intérieur. Il devient alors fourrière départementale, puis centre d'instruction des sapeurs-pompiers et dépôt du service de déminage. La commune de Besoncourt va l'acquérir en 1993 et en 1995, il est inscrit en totalité à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Voilà, nous espérons que ces quelques renseignements vous seront utiles pour comprendre le lieu que vous allez visiter. Mais n'oubliez pas qu'un fort peut toujours être dangereux, donc ne vous éloignez pas du guide. Maintenant, bonne visite à tous.